Bonsoir à vous tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. On va parler de la RDC ce soir où les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en état de siège. L'état de siège est entré en vigueur jeudi 6 mai en RDC. Dans les provinces meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, des gouverneurs militaires ont été nommés. Il y a aussi des vice-gouverneurs de la police à tous les échelons administratifs. Les forces de sécurité sont censées prendre le pouvoir. L'objectif, restaurer la paix dans ces provinces en proie à des conflits et aux groupes armés depuis plus de 20 ans. On va y voir un peu plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. La solution de l'état de siège, est-ce qu'aujourd'hui, c'est... J'écoutais un peu le ministre, un des ministres congolais qui disait on a tout essayé sauf l'état de siège. C'est l'ultime solution? Ben, ce n'est certainement pas l'ultime solution parce que si on y va très vite, après l'état de siège, on va faire quoi? Et beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la situation était arrivée à un point où il fallait déclarer l'état de siège? Les gens pensent qu'en fait, il n'y a pas eu une très bonne organisation de la riposte de l'armée, il n'y a pas eu une très bonne coordination avec les soldats des Nations Unies qui sont sur place et que cela aurait suffi pour pouvoir contenir ce problème. Et une bonne partie de la société civile ont réagi de la sorte en se posant la question sur le dimensionnement. Est-ce que la riposte ne dépasse pas le problème qu'on veut résoudre? Et il pose déjà des craintes parce que quand on dit état de siège, tout le monde voit ce que ça signifie. Il n'y a plus d'excuses. Le ministre a dit ça également. C'est-à-dire, si le policier te dit arrête-toi, tu t'arrêtes, il te dit couche-toi, tu te couches, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien d'autre. Les gens trouvent que c'est excessif par rapport à la situation actuelle. Quelles sont les conditions de cet état de siège? En fait, il faut dire qu'on a tout donné à l'armée et à la police, y compris un certain nombre d'activités qui avaient été confiées à des civils. Même d'un point de vue administratif, le gouverneur, ce n'est plus le gouverneur qui était là, parce qu'au niveau de la RDC, les gouverneurs sont élus, il y a tout un système qui est en place. C'est un militaire qui est là maintenant. Ceux avec qui ils travaillent sont des militaires. La vie quotidienne est gérée par les militaires. Le tribunal militaire prend la place du tribunal civil. Ben, c'est pourquoi les gens se disent, mais attendez, est-ce qu'on en est arrivé à ce point pour que tout soit mis entre les mains des militaires? Une autre question que les gens se posent, est-ce que les militaires seront en mesure d'assurer tous ces pouvoirs qu'on leur a remis du jour au lendemain, même s'il faut le dire, c'est pour un mois pour le moment, ce n'est pas en principe pour une longue période, mais des questions se posent. Est-ce qu'ils auront la possibilité de le faire? Une autre question également se pose, est-ce qu'on mettra à leur disposition les moyens qu'il faut pour pouvoir assumer cette tâche qui leur revient dans le cadre de l'état de siège? Et quelle est la mission qui est confiée à ces gouverneurs et vice-gouverneurs militaires et policiers? Ils veulent éradiquer la violence dans l'Ituri et cette partie du Kivu. C'est très clair, la mission est très claire, ils veulent que ça la prenne fin. Les gens font une lecture même en disant que quand on regarde ce qui se passe, pendant un temps, Tshisekedi n'avait pas les coups de franche. Il avait une bataille politique à mener avec Kabila au niveau de la capitale, puisque les gens dominaient le Parlement, ils n'avaient pas véritablement les pouvoirs en main. Aujourd'hui, il y a l'union sacrée qui est là, qui fait qu'en principe, d'un point de vue politique, il n'y a plus de problème. Il peut certainement respecter sa promesse qu'il avait faite lors de la campagne électorale et qui tardait à être réalisée. Donc les gens pensent que c'est ces deux éléments qui reviennent. Politiquement, il se sent plus à l'aise aujourd'hui en tant que président de la République. Il peut pouvoir s'occuper de cette question de l'Ituri, sans oublier qu'il y a quelques jours, les populations ont marché, les écoliers ont occupé des lieux publics en refusant de rentrer dans les maisons parce qu'ils disaient qu'ils étaient fatigués par cette violence. Il faut que le président lui-même vienne pour résoudre ce problème. Donc, quelque part, il répond à un appel des populations de la zone. Est-ce que cette, disons-le, cette sorte de militarisation de ces zones s'accompagne d'importants déploiements de moyens matériels? Ben, c'est la plus grosse question que beaucoup de membres de la société civile se posent. Puisqu'il y a des moyens qui étaient à disposition sur place, qui déjà n'étaient pas suffisants. Est-ce que, en mettant les gouverneurs à la place les militaires, à la place des civils, est-ce que ces militaires auront des moyens suffisants pour faire ce que les civils ne peuvent pas faire?
Pour le moment, on ne peut rien dire puisque nous sommes jeudi, ça vient pratiquement de commencer. Il va falloir attendre quelques jours pour voir est-ce qu'effectivement les mesures d'accompagnement sont à la hauteur de cette décision de faire régner l'état de siège. On connaît quand même les méthodes militaires, elles peuvent parfois être très brutales. N'y a-t-il pas des risques? Ben, les risques sont énormes puisque le mouvement de société civile, la Lucha, tire déjà la sonnette d'alarme en disant mais attendez, on connaît les militaires de la RDC, on connaît leurs exactions sans qu'on soit dans l'état de siège, mais si on donne tous ces pouvoirs à ces militaires, qu'on les mette en situation d'état de siège, qu'est-ce qu'ils vont faire les populations? La Lucha même va plus loin en parlant des 2 gouverneurs qui ont été nommés, puisque tous les 2 sont des anciens rebelles. Un, il était du MLC de Jean-Pierre Bemba, qui a été soutenu par l'Ouganda, et lui, il est davantage accusé parce que on considère que les questions de violence et de viol entre 2003 et 2007, on le soupçonne d'avoir fait partie de ceux qui avaient causé ces violences-là. C'est vrai que le MLC a répondu en disant non, il n'en fait pas partie. Les responsables étaient au nombre de 19, ils ont été jugés. C'est la même chose également avec le RCD Goma. Celui qui dirige également est un ex-rebelle, un ex-chef rebelle, et la zone qu'il dirige en tant que rebelle, il avait même occupé cette même zone en résistant par rapport à l'État central. Lui, il était soutenu par le Rwanda. Donc, Lucha est en train déjà de veiller et ils l'ont dit clairement, ils seront là pour voir et dénoncer tout ce qui va exister comme abus contre les populations ou comme manque de respect des droits de l'homme. Il y a Médard Maubert Songa, qui est un activiste et chercheur à Amnesty, qui s'interroge quand même pour savoir si l'état de siège décrété est proportionnel au danger qu'il y a dans ces 2 provinces. Mais il n'est pas proportionnel, puisque tout le monde se dit qu'on est allé trop vite, trop loin. Les problèmes avaient été soutillés. Le représentant de la Lucha qui parle posait également ce problème en disant si on n'a pas pu vaincre jusqu'à présent certains groupes armés, certaines raisons sont liées à l'armée et à l'État. Puisqu'ils sont très clairs, il y a de la complicité entre certains de ces groupes armés et l'armée de la RDC. Et ce n'est pas la première fois que cela est dit. Un rapport des Nations Unies également avait dit la même chose quand on parlait des exactions sur les populations. Deuxième problème qui pose, dans le cadre des réconciliations, souvent des anciens rebelles ont intégré l'armée sans passer par la voie normale où on devait s'assurer est-ce que celui-là peut devenir militaire ou pas. Mais lui, il considère que quand on prend tous ces éléments qui ne sont pas pour lui véritablement des militaires, qu'on les mette avec des militaires qui font déjà des exactions, qu'on leur donne autant de pouvoir que ce que l'état de siège donne, ce n'est pas que ces gens-là vont combattre seulement les groupes armés, mais même les populations civiles risquent d'avoir des problèmes. Et même dans le combat avec les groupes armés, même pendant la guerre, il y a un droit. Les gens doutent qu'on se retrouve en situation de respect de ce qu'on appelle le droit de la guerre. On risque de voir des gens se balancer sur des rebelles parce que ce sont des rebelles, voire même des supposés rebelles. Et après, ce sera les dégâts. On ne fera que compter des morts et des blessés. Est-ce qu'il faut compter sur la société civile pour surveiller l'application de cet état de siège? Elle a promis d'être vigilante. Elle a promis d'être vigilante, mais malheureusement, en situation d'état de siège, il n'y a pas de société civile. Ils peuvent empêcher les gens de circuler. On peut dire à une radio de ne pas faire telle émission, etc. Donc, ils se retrouvent avec très peu de moyens quand ils sont à l'intérieur de la zone en état de siège pour pouvoir faire leur véritable travail de veille en tant que mouvement citoyen. L'état de siège ne leur laissera que très peu de place pour faire ce travail. Puisque tu fais une déclaration et les gens ne sont pas d'accord, on peut venir t'arrêter, on n'a pas besoin d'une autorisation du tribunal ou de quoi que ce soit. On peut venir faire des perquisitions chez toi de jour comme de nuit, on n'a pas besoin d'autorisation pour le faire. Donc, ils n'auront pas véritablement les coups de franche pour faire le travail de mouvement citoyen. Et on sait aussi qu'il y a plusieurs groupes armés qui sont actifs dans ces 2 zones, Nord Kivu et Ituri. Est-ce qu'ils ne vont pas considérer cet état de siège comme une déclaration de guerre? Mais bien sûr, ils vont considérer cela comme une déclaration de guerre, puisque d'abord, c'est eux qu'on cherche. C'est clair que la militarisation a pour but de combattre ces groupes. En plus, le fait de déclarer l'état de siège, c'est une façon de vouloir les handicaper. Pour ce qui concerne leur déplacement, leur ravitaillement, il y a tout un ensemble de choses qu'ils veulent couper pour pouvoir mieux combattre ces groupes. Mais jusqu'à présent, ça fait 20 ans que ces groupes sont combattus.
On est pratiquement à 4700 morts dans cette partie de la RDC et on n'a pas encore trouvé une solution malgré une forte présence de la MONUSCO. Comment réagissent les populations de ces deux localités? Ben, elles sont un peu dubitatives pour le moment. Une raison, il y a une sorte de ouf de soulagement parce qu'elles ont manifesté pour demander au président de la République de venir résoudre ce problème de la violence. Mais les populations ont des craintes parce qu'elles ont autant subi les mouvements rebelles que les militaires, alors que ce n'était pas en situation d'état de siège. La population se pose des questions. Elle devient quoi dans cette situation d'état de siège, même si c'est elle qui veut être libérée de ces groupes armés. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la pause et on revient juste derrière pour recevoir notre invité. Ce soir, ce sera Luc Kabaki. Nous parlerons des relations entre le Bénin et le Togo. Va-t-on friser un début de bisbille?